Amis téléspectateurs, bonjour. Vous avez vu, il y avait déjà un premier Montpierre Alex, mais je l'ai substitué pour le deuxième Montpierre Alex, le vrai pour aujourd'hui. Voilà, je tenais à vous apporter quelques précisions sur certaines activités internationales qui se sont déroulées la semaine dernière. Notamment, le président français s'est rendu au Rwanda. Et ensuite, il y a le président allemand qui s'est rendu à son tour en Namibie. Deux événements pratiquement semblables, mais finalement pour des finalités totalement différentes. Alors tout d'abord, comment suis-je entré dans le monde diplomatique? Cela remonte à quelques années. J'étais le vice-président du syndicat d'initiative de la Guadeloupe, dont le président était le docteur Édouard Chartol. Et nous organisions l'élection de Miss Guadeloupe à l'hôtel Ararouac. D'ailleurs, c'était la plus belle élection organisée à l'ère Chartol. Et voilà que je rencontre à cette occasion un Vietnamo-chinois, M. Quoc Sen. On se parle comme ça, bonjour monsieur, comment allez-vous? Nous organisons ce soir l'élection de Miss Guadeloupe, est-ce que ça vous intéresserait d'être notre invité? Il m'a dit, écoutez, j'ai mon épouse et ma fille qui sont actuellement avec moi en Guadeloupe et je suis venu pour une mission en tant que directeur de la C2I au Noël Bulle. Je suis venu livrer un ordinateur au préfet de la Guadeloupe. Et j'attends justement le chauffeur qui n'est pas encore arrivé. Alors on a discuté un petit peu et puis je savais m'occuper de l'organisation de l'élection de Miss. Et le soir, bien entendu, nous avons invité monsieur et madame Quoc Sen et son épouse et sa fille à notre table. Il y avait à la table d'honneur monsieur Sidan Barom, qui était à l'époque président de l'Office de tourisme, son épouse, mon épouse, et puis on a fait une belle table. Et nous avons discuté pas mal dans la soirée. Et j'apprends par M. Quoc Sen qu'il a été attaché militaire de l'ambassade du Vietnam à Paris après la guerre entre la France et le Vietnam, enfin l'Indochine quoi. Et depuis, il est sur Paris en tant qu'informaticien. Et c'est lui qui gère la C2I au Noël Bulle. Nous avons longuement discuté, on a échangé des cartes. Et comme je me rendais à Paris quelque temps après, je lui ai fait savoir que j'allais venir. Et il m'a reçu. Il habitait à Saint-Cloud. Et il m'a fait rencontrer le maire de Saint-Cloud, M. Fourcade, qui était à cette époque-là le ministre des Finances de Valéry Giscard d'Estaing. Nous avons lié amitié. Et jusqu'à présent, ce sont des relations qui me perdurent. Et voilà qu'en 1979, il est décidé de faire la rencontre des chefs d'État en Guadeloupe, c'est-à-dire Giscard d'Estaing, Callaghan, Schmitt et le président Jimmy Carter. Et il faut organiser tout cela. Et j'étais déjà en relation avec le consulat des États-Unis en Martinique, M. Robinson. Et là aussi, j'avais lié amitié avec M. Robinson. Et voilà que c'est lui qui devait prendre une décision pour savoir qui allait être chargé de l'accueil de la délégation américaine, de l'assistance de cette délégation et de s'assurer de sa logistique. Bien entendu, il s'était renseigné auprès de la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre, qui avait déjà suggéré quelqu'un, mais j'avais un atout. Il y avait la femme de mon ami Yvon Ludbert, que j'ai connu dans l'armée en Martinique, parce que j'ai fait une partie de mon service militaire en Martinique. Et Madame Ludbert, avec laquelle j'avais de bonnes relations, dit à M. Robinson, mais monsieur le consul, il y a M. Montpierre qui est dans le monde du transit, agence de voyage et compagnie, il doit connaître mieux que quiconque comment faire l'organisation d'une réception d'une telle délégation. Et voilà comme M. Robinson m'interpelle
Je lui dis effectivement, je suis directeur de l'agence Petreludi Transit, mais nous avons également une agence de voyage, Petreludi Travel Agency, et nous sommes agents maritimes de la compagnie SITM qui part de Marseille. Ben, je dis, mais très bien, ça, très bien. Et voilà que je reçois un appel de monsieur l'ambassadeur de France à Paris qui me demande de venir à Paris. Je prends l'avion, je vais à Paris et je vois à côté de monsieur l'ambassadeur des États-Unis, monsieur Alexandre de Marange, qui était le directeur général du contre-espionnage français. Et on m'a dit, voilà, monsieur, vous avez été désigné pour être le responsable de l'accueil de la délégation américaine. Et voilà vos instructions, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je lui ai dit, oui, c'est une mission que je peux accomplir. Je vais vous donner un projet. On venait en Guadeloupe. J'en parle à Sidan Barom, qui était éberlué. Il m'a dit, comment ça? Je lui ai dit, écoute, c'est comme ça. Hein? Alors Sidan Barom me dit, mais il faut qu'on s'organise. Et bien, avec Philippe Petreludi et toute l'équipe, on a décidé de monter une organisation. Et moi, dans ma spécialité, transport international et logistique, j'ai mis en place le système de transport. J'ai rencontré M. Gombo Saint-Onge, qui était notre voisin à la rue Delgrès d'ailleurs, et je lui ai dit, voilà, on aura besoin de gros matériel, de levage et de transport, est-ce que ça t'intéresse? Il m'a dit, mais parfaitement, mon père, je suis à ta disposition. Et comme moi-même, j'avais mon équipe de livraison en Petreludi, qui était dirigée par mon ami Louis-Georges. Salut Louis. Et mon expert comptable, M. Georges des Étages. On a mis ça au point et on nous a confié la mission. Mais il fallait faire tout dans le détail. Il fallait préparer l'accueil à l'aéroport, mais il fallait avoir du personnel qui parle anglais. J'avais déjà mes 2 collaborateurs à l'aéroport, M. Bouboul, qui est décédé dernièrement. Bouboul, on l'appelait Bouboul, mais c'est M. Fabiano. Et il avait un autre collègue, monsieur, je ne me rappelle plus, il travaillait à Esterne, et on a organisé une équipe d'accueil à l'aéroport. Tout s'est bien passé. Et voilà que j'ai été inscrit au niveau, parce que quand la délégation américaine est arrivée, elle est venue aussi avec une équipe de la CIA. Et je me suis retrouvé en relation avec la CIA, et on m'a donné des instructions bien précises, mais il fallait avoir un téléx à mon domicile, et également une télécopie à mon domicile. Alors, si bien que chez moi, 9 les Carbets, où j'habite toujours, se trouvait le lieu de secrétariat particulier du président Jimmy Carter. Tout s'est bien passé. Et voilà, je suis entré dans ce monde diplomatique, bien malgré moi. Je n'avais nulle intention, mais c'est comme ça que les choses se sont passées. Et depuis, quand il y a des choses, on m'appelle, on me fait rappel, aussi bien au niveau du ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Outre-mer, à tous ces ministères qui s'occupent de l'extérieur, quoi, en quelque sorte. Et voilà qu'arrive l'affaire rwandaise. Des gens meurent, on les tue à coups de hache, à coups de sable. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le 6 avril 1994, le président du Rwanda, je vais vous donner son nom exactement, M. Arimania, il revenait d'une visite officielle en France où il avait rencontré le président Mitterrand, parce que ça s'est passé en 1994. Mitterrand était toujours président de la République française. Et à son retour, l'avion explose sur l'aéroport de Kigali. Pas explosé en vol, hein. Il a explosé à l'atterrissage. Est-ce que c'est une mauvaise manœuvre qui a provoqué cette explosion? Est-ce que c'est un attentat? N'empêche que le président du Rwanda et quelques ministres sont morts. Et il se trouve que dans ce pays, il y avait déjà une petite querelle ethnique. Parce qu'il faut savoir que le Rwanda est composé de 2 ethnies, les Hutus et les Tutsis.
les Hutus représentent 90% de la population et les Tutsis 10%. Mais il se trouve que les Tutsis étaient beaucoup plus éduqués que les Hutus. Mais malgré tout, quand il y a eu les élections présidentielles, c'est le président Hutu qui est devenu président. Bien entendu, ça a créé quelques mécontentements. Mais comme ils étaient majoritaires, ça va de soi, c'est le Hutu qui a gagné. Mais les Tutsis voulaient aussi le pouvoir. Et depuis 1987, un front populaire rwandais s'était créé, dont le président était M. Paul Kagame, qui est devenu actuellement président d'ailleurs. Et les choses se sont progressivement envenimées. Il y a eu une tentative d'accord international, c'était l'accord de Arusha. Il y a eu même une intervention de l'ONU pour calmer le jeu, c'était la MINUART. Mais tout ça n'a pas empêché l'explosion. Et à partir du exactement 9 avril, l'ONU a décidé de rapatrier ses ressortissants. Et il a laissé un petit peu la voie libre aux Hutus qui ont tué et assassiné près d'1 million de Tutsis. Vous vous rendez compte? Une guerre fratricide entre Rwandais, à part un pays qui attaque un autre. C'est Rwandais contre Rwandais qui gourmand entre eux. Et il y a eu 1 million de morts. 1 million de morts, c'est pratiquement 3 fois la population de la Guadeloupe. 1 million de morts. C'est-à-dire qu'ils ont tué tout le monde Guadeloupe, ils ont tué tout le monde Martinique. C'est ça, l'affaire du Rwanda. Et qu'est-ce que s'est passé réellement? Mitterrand était certes président de la République, mais il y avait la cohabitation. À cette époque-là, voilà. Voilà la composition du gouvernement de l'époque. Alors je vais vous citer tout ça, puisqu'il faut que vous soyez au courant de tout ce qui se passe réellement. Alors, le président de la République était M. François Mitterrand. Le président du Sénat, c'était M. René Monnoui. Le président de l'Assemblée nationale, c'était M. Philippe Seguin. Le président du Conseil économique et social de l'époque, c'était M. Jean Mattioli. Ensuite, le premier ministre de la France, donc le chef du gouvernement, c'était M. Édouard Balladur. M. Édouard Balladur. Donc, il y avait le président Mitterrand, d'accord, mais le gouvernement était quand même dirigé par M. Édouard Balladur, donc c'est M. Balladur qui prenait les décisions. Alors, il y avait également comme ministre important, je crois, il y avait Madame Simone Veil, qui était ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville. M. Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. M. François Léotard était ministre de la Défense, donc ça lui intéressait particulièrement, cette affaire-là. Ensuite, il y avait M. Pierre Meignery, qui était garde de Sceaux, ministre de la Justice, qui était là encore d'important. Il y avait M. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. Donc là aussi, ça l'intéressait. Allons-y un petit peu plus loin. Le ministre de l'économie, c'était M. Edmond Alfandéry. Le ministre de l'Industrie, des Postes, Télécommunications et du Commerce extérieur, c'était M. Gérard Longuet. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme, c'était M. Bosson. Le ministre des Entreprises, du Développement économique chargé des PME et du Commerce et de l'Artisanat, c'était M. Alain Madelin. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, c'était M. Michel Giraud. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, c'était M. Jacques Toubon. Le ministre du Budget, porte-parole du gouvernement, c'était M. Nicolas Sarkozy.
Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, c'était M. Jean Puech. Ensuite, il y avait comme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. François Fillon. Ministre de l'Environnement, c'était Michel Barnier. Le ministre de la Fonction publique, c'était M. André Rossineau. Le ministre du Logement, c'était M. Hervé de Charette. Le ministre de la Coopération, c'était Michel Roussin. Le ministre des Dom-Tom, à l'époque, c'était M. Dominique Perben, que j'ai bien connu, qui a été ministre également de la Justice. La ministre des Sports, c'était Mme Michèle Alliot-Marie. Le ministre de la Communication, c'était M. Alain Carignon. Le ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, c'était M. Philippe Mestre. Le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale, c'est M. Pascal Clément. Le ministre délégué des relations avec le Sénat chargé des rapatriés, c'était M. Roger Romani. Le ministre de la Santé, c'était M. Douste Blasi. Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, c'était M. Daniel OFL. Et voilà notre ministre à présent. Le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme, c'était notre ministre national, Lucette Michaud-Chevry, Lulu, qui était ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme. Donc c'était un dossier qui la concernait tout particulièrement. Et ensuite, il y avait le ministre délégué aux Affaires européennes, M. Alain Lamassoure. À l'époque, le maire de Paris, c'était Jacques Chirac. Alors, c'était un très gros gouvernement. Ce gouvernement de cohabitation était très gros, très lourd même. Et le président Mitterrand était obligé de faire avec. Et voilà qu'arrive cette affaire. Bon gré, mal gré, les choses se sont améliorées et l'ONU s'est engagée très fortement dans cette affaire. Et le 11 avril, tout d'abord, par l'intermédiaire d'une radio qui s'appelle Radio Mille Collines, ordre était donné de tuer tous les Tutsis, sans exception. C'est pour vous dire qu'il y en a près d'1 million qui sont morts, sinon plus. Et finalement, suite à une intervention de l'ONU et de la France d'ailleurs, parce qu'il y avait cette opération turquoise, rappelez-vous, l'opération turquoise initiée par la France et l'ONU. Et finalement, le 17 juillet 1994, un début d'apaisement est intervenu. Et voilà qu'un ami m'appelle, il me dit, mais mon Pierre, tu ne veux pas rester inactif dans cette affaire? Et je dis, bon d'accord, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Et j'ai proposé mon aide pour aller au Rwanda. Et voilà la lettre que j'ai reçue du ministère des Affaires étrangères le 4 août 1994. Monsieur, le service de l'action humanitaire m'a fait part de votre offre de participation bénévole à notre action humanitaire au Rwanda. Vous avez entendu, bénévole, hein? Le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme, donc Lucette Michaud-Chevry, sera d'autant plus sensible à cette généreuse intention que votre spécialité, la logistique des transports aériens notamment, est effectivement fort recherchée actuellement, aussi bien pour les opérations que nous menons pour le compte de l'État que pour celles qui sont confiées aux associations de solidarité internationale. Je vous suggère de vous mettre en relation avec Mme Rosanne Guyenne de la cellule d'urgence et de veille au ministère des Affaires étrangères, téléphone, etc. Et afin d'envisager avec elle les modalités qui pourraient être celles de l'utilisation de votre expertise au profit de l'action humanitaire française au Rwanda. Je vous prie de bien vouloir agréer, monsieur, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Et ça a été signé par le ministre. Non, pour le ministre, c'était monsieur Robert Noël Castellani,
qui était préfet, directeur de cabinet du ministre des Affaires, de la solidarité. Pas de la solidarité, le directeur de l'action humanitaire, voilà. Et voilà, je me suis retrouvé à Kigali dans le cadre d'une mission franco-russe. Pourquoi franco-russe? Parce que la France était devenue pays non grata. Parce que dans l'esprit des gens, c'est la France qui avait soutenu d'un côté les opposants pour faire disparaître le président et les partisans du président ont sollicité la France pour leur fournir des armes pour combattre les Tutsis. Rappelez-vous, quand il y a eu l'affaire du sang contaminé, les responsables de l'époque, il y avait Fabius et Madame Dufoy, après moult de débats, ils avaient déclaré « Nous sommes responsables, mais nous ne sommes pas coupables. » Pour le sang contaminé, hein? Alors retenez, responsable et non pas coupable. Et voilà que le président de la France, là, M. Macron, s'en va au Rwanda pour aller demander pardon, semble-t-il, au peuple rwandais. Et que dit-il? Nous reconnaissons que nous sommes responsables d'une partie des exactions commises au Rwanda, mais nous ne sommes pas coupables et nous demandons simplement le pardon, Par contre, il y a eu le président allemand qui est parti en Namibie pour aller demander pardon aux Namibiens parce que l'Allemagne avait commis un acte de génocide aussi en Namibie. Et le ministre des Affaires étrangères allemand n'a pas été demandé pardon simplement. Il a dit, je demande pardon pour tout ce que nous avons fait dans l'époque coloniale, mais nous nous engageons à apporter une aide sur 30 ans à la Namibie d'1,1 milliard d'euros pour réparer en quelque sorte notre faute. Nous sommes fautifs, nous sommes coupables et fautifs. Et voilà que maintenant, vous pouvez juger. L'Allemagne a reconnu son tort et a indemnisé. La France a reconnu son tort et n'indemnise pas, comme il ne reconnaît pas son tort sur l'abolition, sur l'abomination esclavagiste de l'époque, puisqu'il y a des associations qui réclament réparation et on ne veut pas entendre parler de réparation. Alors, à vous de voir, à vous de juger. Moi, je ne suis pas là pour condamner, moi, je suis là simplement pour informer. Voilà 2 dossiers, comparez-les et à vous de voir et de penser comme vous l'entendez. Amis téléspectateurs, je suis là pour vous apporter des informations, commenter avec vous et je reste tel que je suis, libre de penser. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.